Dear friends, ladies and gentlemen, good morning to everyone. We are starting our second day of international conference Beyond the Unipolar Moment, Perspectives of the Emerging Multipolar World. Our Chisinau forum will be focused today on two panel discussions. First of all, we will start with first panel we entitled it Syria in Flames. We will discuss not only about the war against the Syrian people, but we will enlarge our discussion and we will try to concentrate our attention on this total war against the Middle East, against countries from Middle East. And I would like to share with you that several months ago, some of us were in Syria as intellectuals from different countries to express our solidarity with Syrian people who now is under so strong aggression which is launched by American imperialism and its allies. And I'd like to ask you, my personal impression, it was first of all the heroic and spirit of sacrifice of these people. We had many public meetings in different cities of this beautiful country, Syria, and everywhere all our meetings started by national anthem, by national hymn of Syria. It was so strong impression which touched all of us. That's why I would like to ask you to start our panel, our discussion on Syria by listening national hymn of Syria. Notre ami Youssef Indy, qui est historien de religion et géopolitologue,
Daria Dugina, qui est historienne de philosophie et analyste politique de site Géopolitique.ru, et Arnaud Develay, qui est avocat international. Et on commence par Lucien Celis. Lucien. Oui, je pense que ce serait bien de commencer par récapituler le voyage, la tournée que tous les gens qui sont à cette table ont faite en mars de cette année. Nous avons été invités par le Parti Basse pour en faire une série de conférences dans diverses villes de Syrie. Alors le grand organisateur de cette tournée s'appelle Adnan Azam. C'est quelqu'un qui a vécu longtemps en France, je crois 20 ans, 30 ans, il est franco-syrien. Et je crois que c'était en 2011, quand la guerre a commencé, quand la révolution colorée, le printemps arabe a été lancé, qu'il s'est dit, à l'époque il vivait en France, et là il s'est dit, je dois retourner en Syrie pour sauver mon pays. Et donc depuis 2011, il lance des initiatives de type dialogue entre franco-syriens ou des voyages, des conférences. Si vous nous écoutez, puisque je crois qu'on est retransmis en direct, c'est ça, à mon avis, en ce moment il effectue un périple entre la Syrie et la Russie. Il est parti de Damas, il doit arriver à Moscou. C'est un événement qu'il a lancé pour en quelque sorte faire exister sa cause et propager un message de paix et en particulier envers l'allié russe. Il passe aussi par Téhéran, il passe aussi par l'Iran. Je ne pense pas qu'il nous entende, mais si, en fait, en tout cas, je lui envoie un bonjour et un grand merci pour avoir organisé cette tournée qui a réalisé tous mes rêves. Parce que, moi, je me suis senti impliqué dans le combat des Syriens dès 2011. Je suis un peu expert, je suis spécialiste de certaines questions de politique, de géopolitique, notamment tout ce qui est stratagème. Ça, c'est mon domaine de spécialité, l'ingénierie sociale, les révolutions colorées. J'ai vu tout de suite, en 2011, qu'il y avait tous les signes de la révolution colorée, justement, c'est-à-dire tous les signes du putsch organisé depuis l'étranger, mais qui prend le visage d'une révolution populaire spontanée. On pourrait peut-être dire que toutes les révolutions sont en fait des coups d'État organisés depuis l'étranger, mais aujourd'hui avec l'information en source ouverte, n'importe qui peut se réinformer et trouver les preuves effectivement de l'implication étrangère. Là en l'occurrence britannique, américaine, française, israélienne et tout un tas d'ONG mondialistes qui avaient effectivement pour but de faire tomber la Syrie. Ça ne s'est pas fait rapidement, d'ailleurs ça ne se fera pas, puisque finalement la Syrie a gagné sa guerre. Il était prévu que la Syrie tombe assez rapidement, mais effectivement elle a tenu aussi grâce effectivement à son jeu d'alliance, à ses jeux d'alliance, à son système d'alliance. Et mais moi je me suis senti concerné par ce qui se passait, parce qu'effectivement j'ai détecté tout de suite que c'était une escroquerie intellectuelle, une escroquerie politique. Et quand j'ai vu que ça dégénérait en guerre, alors civile, mais en fait c'est pas une guerre civile du tout, ça c'est le terme utilisé dans les médias. Quand j'ai vu ça, je me suis encore plus impliqué dans la réinformation avec mes petits moyens. Évidemment, qui ne sont pas ceux du journal télévisé sur les grandes chaînes, sur Facebook, en postant des articles, pour en quelque sorte essayer de faire un contre-pouvoir sur les réseaux sociaux au déluge de désinformation, au tsunami de désinformation auquel nous avons eu affaire en France. Je ne sais pas si c'était pareil dans tous les pays, puisque là on a une assistance, un public international. En France, c'était du lavage de cerveau 24 heures sur 24. La France était totalement impliquée dans cette guerre hybride, cette guerre de 5e génération, ou 4e génération, ou 5e, on ne sait plus trop, qui effectivement utilise l'information, mais en fait la désinformation, comme une arme de guerre. Et effectivement, nous avons été conditionnés en France, mais vraiment conditionnés comme des animaux de laboratoire,
pour détester Bachar le boucher, et pour donc en fait apporter notre soutien implicite ou explicite aux opérations militaires qui se mettaient en place. Opération donc de type guerre hybride, qui commence par effectivement une pseudo-révolution et qui ensuite dérive effectivement dans des pseudo-guerres civiles. Donc depuis 2011, je me suis senti solidaire de ce que subissaient les Syriens, et au fil des années, j'ai éprouvé le besoin de plus en plus d'apporter en fait mon soutien moral. Je ne peux pas faire beaucoup plus. Soutien moral, soutien de réinformation. Et effectivement, Hanan Azam nous a permis de nous adresser directement aux Syriens, puisque nous étions dans des amphithéâtres, nous sommes allés à l'Opéra de Damas pour une conférence publique, et c'était vraiment l'occasion rêvée, effectivement, de pouvoir essayer de rétablir un peu aussi l'image de la France en Syrie, parce que moi je me dis aussi, j'ai honte de mon gouvernement. Et je me dis, il y a tout un gros travail de diplomatie, maintenant de diplomatie parallèle peut-être, à faire pour rétablir notre image au Proche-Orient, dans les pays arabes, et essayer de relancer une politique française arabe équilibrée et pragmatique et réaliste, et cesser de nous soumettre aux exigences anglo-américano-israéliennes. Et sur ce, je vais passer la parole à vous. Juste, alors, pendant la tournée, donc nous sommes passés, en fait nous avons atterri au Liban, donc à cause des sanctions, on ne peut pas faire Paris-Damas directement, et pendant ce passage au Liban, nous avons été invités par donc, un grand journaliste qui s'appelle Sami Kleb, qui est donc journaliste sur la chaîne Al Mayadeen, et qui nous a invités, donc on a fait connaissance à ce moment-là. Donc il a écrit un livre, Sami Kleb, Syrie, que je recommande vivement. C'est très équilibré. Il ne vire pas dans l'idolâtrie de la famille Assad. Donc il est très objectif, très neutre. Et c'est une reconstitution, assez subtile, assez fine de tout simplement l'histoire de la Syrie au XXe siècle. On n'y remonte pas au-delà, mais ça permet de comprendre toutes les subtilités de cet Orient compliqué, comme on dit en France, et de tout ce qui est effectivement, tous ces rapports de force où il y a rarement seulement deux acteurs en présence. Des rapports de force qui sont avec 3, 4, 5 acteurs, et qui effectivement se structurent en fait toute cette diplomatie. Donc pour les francophones, je pense que un de ces jours ce sera traduit. Et s'il y a des éditeurs dans la salle, n'hésitez pas à prendre contact avec ce monsieur, Sami Kleb. Il a une page Facebook, et prendre contact avec son éditeur pour faire traduire ce livre, qui est vraiment une somme d'informations importante et qui doit être diffusée le plus largement possible. Voilà, et donc là je passe la parole à Youssef. Bonjour à tous. Alors, c'est un sujet vaste. Moi, je vais commencer par le commencement, à savoir, comme le disait Carl Schmitt, désigner le coupable. Il faut remonter au début des années 80, même au-delà, mais je vais pas vous refaire l'histoire du Proche-Oriental depuis le début du XXe siècle. Il faut remonter au début des années 80 pour comprendre la situation syrienne proche-orientale aujourd'hui. En 1982, au ministère des Affaires étrangères de l'État d'Israël, un fonctionnaire qui s'appelle Oded Yinon rédige un plan stratégique ça s'appelle un plan stratégique pour Israël dans les années 80. Donc ça s'appelle le plan Oded Yinon. Ça a été traduit de l'hébreu à l'anglais par Israël Shahak. Puis ça a été traduit de l'anglais au français et édité aux éditions Sigest en février 2015. Dans ce plan, cet Israélien du ministère des Affaires étrangères explique que si Israël veut atteindre ses objectifs stratégiques, à savoir le Grand Israël, parce que depuis la création du foyer national juif en 1919-1920, et même avant, dans les textes de Théodore Herzl,
le projet ultime d'Israël est l'établissement d'un État impérial qui s'étend du Nil à l'Euphrate. C'est dans le livre, dans les mémoires de Théodore Herzl, volume 2, page 711. Et c'est rapporté par le rabbi Fishman en 1947. Alors, du Nil à l'Euphrate, ça comprend, pour que vous ayez une idée assez précise, le Sinaï qui est en Égypte, une partie de l'Arabie Saoudite actuelle, toute la moitié ouest de l'Irak, quasiment toute la Syrie et bien sûr tout le Liban. Voilà, du Nil à l'Euphrate. Oui, bien sûr. Ça englobe aussi la Jordanie, évidemment. Alors, pour atteindre cet objectif, Oded Yinon explique qu'il faut faire éclater les États du monde musulman, et tout particulièrement du Proche-Orient, sur des bases ethno-confessionnelles. Il dit qu'il faut diviser l'Irak, par exemple, en 3 États, chiites, sunnites, kurdes, et pour ce qui est de la Syrie, parce que c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est faire éclater l'État en 3-4 parties, un État alawite, un État sunnite, un État chiite, je crois, et un autre État sunnite opposé à l'État sunnite du Nord. Ce plan a été repris par les Américains en 2002. Il a été actualisé sous le nom de The Greater Middle East Initiative. Et il reprend très précisément ce plan, donc du Maroc au Pakistan, parce que dans le plan Oded Yinon, il s'agit de la recomposition de tout le monde musulman, du Maroc au Pakistan, suivant toujours le même modèle, faire éclater les États sur des bases ethniques, confessionnelles ou ethno-confessionnelles. Sachant que George W. Bush, lorsqu'il a mené sa campagne présidentielle, lorsqu'il arrive au pouvoir en 2000, il a fait sa campagne, comme nombre de présidents américains, sur un projet isolationniste. C'est-à-dire on ne s'occupe pas des affaires européennes et du reste du monde, on se centre sur les États-Unis. D'ailleurs, Condoleezza Rice, qui était à l'époque, faisait partie à l'époque de l'administration de George W. Bush, avait écrit dans un texte officiel qu'il ne fallait pas s'inquiéter de l'Irak de Saddam Hussein et des armes de destruction massive, parce qu'elle disait qu'en aucun cas il n'aurait les moyens de produire ces armes. Puis advint le 11 septembre 2001, et à partir de là, toute la politique américaine prend un nouveau tournant, c'est-à-dire celui de la guerre des civilisations, choc des civilisations, sous l'impulsion du lobby pro-israélien et des dirigeants israéliens. Ça a été rapporté, documenté de façon extrêmement précise par les universitaires américains John Mearsheimer et Stephen Walt de l'université de Harvard et de l'université de Chicago dans un livre qui s'appelle « Le lobby pro-israélien et la politique étrangère américaine ». Et ils expliquent que la désignation des cibles, des ennemis des États-Unis, notamment l'axe du mal, est une liste qui a été dressée par les dirigeants israéliens et le lobby pro-israélien. Et c'est ce lobby, le lobby pro-israélien, qui a poussé les États-Unis dans la guerre contre l'Afghanistan et contre l'Irak. À peine la guerre d'Irak allait être déclenchée que déjà les dirigeants israéliens désignaient comme cible l'Iran, mais aussi la Syrie. Donc là, on est en 2002, 2003, 2004. Et en 2003, une organisation se met en place d'Iraniens démocrates vivant aux États-Unis, travaillant avec le lobby pro-israélien AIPAC, et déjà ils mettent sur pied, de façon théorique, mais ils débloquent des financements pour une révolution colorée en Iran. Et en fait, le préalable du printemps arabe, qui démarre fin 2010, début 2011, c'est l'élection présidentielle américaine en 2009 avec la tentative de révolution verte, la fameuse révolution colorée pour faire tomber Ahmadinejad avec Mousavi, et vous connaissez la suite très, très certainement. Donc le printemps arabe avait pour objectif de faire tomber les anciens États issus du premier découpage du Proche-Orient. Donc ce sont les accords de Sykes-Picot qui suivent les accords secrets de McMahon-Hussein à la suite de la Première Guerre mondiale.
Et comme le dit Odedinen dans son plan, il dit tout le monde musulman, en particulier le Proche-Orient, est une création étrangère, est un château de cartes, un château de cartes qu'on va faire tomber pour faire éclater ces États issus de la domination coloniale en sous-États ethno-confessionnels. Le printemps arabe ayant échoué en Syrie, le lobby pro-israélien a poussé les États-Unis et leurs alliés dans des guerres par procuration, utilisant ce que j'appelle les nouvelles brigades internationales, à savoir les terroristes, pour finir le travail qu'avait commencé le printemps arabe. Et ça a continué parce que en 2000, il y a eu le Greater Middle East Initiative en 2002, il y a eu en 2006 une carte d'un officier américain, Ralph Peters, qui reprend et actualise encore ce plan de découpage. Et plus récemment, le 23 septembre 2013, une nouvelle carte a été publiée dans le New York Times qui s'appelle « Comment faire de 5 États 14 sous-États ». Et ça englobe bien sûr la Syrie, mais également l'Arabie Saoudite qui est concernée par ce plan de découpage. Aujourd'hui, Israël est coincé, notamment à cause de la Russie. Il y a des verrous à faire sauter. Le principal verrou à faire sauter pour Israël, c'est aujourd'hui la Syrie, pour accéder au Grand Israël, mais aussi le Hezbollah, et principalement dans la région, l'Iran. Mais avec l'alliance qui s'est renforcée, notamment ces dernières années, entre l'Iran et la Russie, ces verrous sont plus difficiles encore à faire sauter qu'il y a une dizaine d'années, puisque la guerre d'Irak a débouché sur l'implantation des Pasdaran, les gardiens de la révolution, en Irak et aussi en Syrie. Et donc Israël aujourd'hui se retrouve à la fois face au S-300 russe, au Pasdaran iranien, au Hezbollah et à l'armée syrienne. Voilà pour le moment. Merci Youssef Indy. Et maintenant, j'invite notre ami russe Daria Dugina. Continuez. Je parle en français ou en anglais? Okay. I'm very sorry for the French colleagues that I will be speaking English, but I think now people who are watching our translation, they are from different parts of the world, so maybe it can easier them to understand what I will speak about. My speech will be much more emotional and much more maybe feminine than the speech of my colleagues, because I had a very, philosophical state when I have arrived to Syria. There was some kind of feeling in the terms of Heideggerian philosophy of authentic existence. Like when something is close to the death, das Sein, the being of the person, when it's close to the death, in the state of illness or war, then his way of existing becomes more authentic than usual. It's out of the daily Sorge or daily habits, daily oppression of consummation, and the person becomes, when he meets the death face in face, then he becomes authentic. So that was the first feeling. The person, every person we have met had lost, practically every person we have met had lost somebody in their family. We met in El Sueida the magnificent woman who lost her brother, her son and her husband and her father. So it was incredible how she was heroically standing there and how authentic she was in her every move she was doing, every emotion she had. It was really that was a real person. After that, I had a question: but how now we are living in Europe, we're having depressions, we're having bad mood. We have no right to have that bad mood because this bad mood is not at all good state of our being. That means that we are ill in the
model of our existence. What we are existing, our design is not existing authentically, if we use the Heideggerian philosophy terms. Second, what I have marked there, if we throw away the emotional side, is that I think that Syrians and this front, this war, was won by the hardware instruments, but the problem was, and we met Assad, and he also confirmed that the info wars are now led by the globalist side, and even if we have some reinformation channels and reinformation TV, we still don't have a complete strategy of development of our front of reinformation. So that was also remarkable. And I've seen it even in the media sides of Syria, which comparing to the American sides or even the sides, comparing to Saudi propaganda sides, much more poor, and it's much more poor the sharing on the Facebook. For example, what interesting to me also, that Facebook in Syria was not blocked, that Twitter was not blocked, so that means that still there is networking, the disbalance of the networking wars. So that means that being being good and of high level in the hardware, the multipolar block has a gap in its networking wars, in network. So there is a lot of space to develop. And then the third thing is that for sure we have noticed the end of the Great Middle East project because it's ruined. It's ruined because of the hardware which was in Syria, and because of this war which was won by Syrians with the help of Russia and Hezbollah. But we must think what will be next. I think that we must find a new strategy of the Middle East vision, and I just give us an idea to think about that can be somehow based on the new recomprehension and rethinkment of the Sufi factor. And if, for example, there will be created some kind of Sufi regions, Sufi unions led by Turkey, so that can help to some kind to have a balance of forces, as well as the dialogue between Sunni and Shiite is required, Sufi and Shiite dialogue, because for now the strategy of the West was to divide these two religious blocs and not to let them have a dialogue. So the possible solution for the Middle East, which must be developed, is to focus on the Sufism as not only religious but also a political theory and doctrine, as well as rethinking the Shia Union. And if we speak about the Kurdish factor, here we must be very attentive because Kurds minimum has 4 religious groups, that's just from the beginning, and neither the Turkish contemporary approach to Kurds, neither the Great Kurdistan project doesn't understand the Kurdish nature. So this project is also this is a hot question for the Middle East, and that it's not as simple. It's not spontaneously that Bernard Henry is coming to Kirkuk and describing half of his book how he is fascinated by the democracy of Kurds, by the feminism, by the I don't know about what else. He didn't add Talmudism, but maybe he meant that. So we must rethink the Middle East project. We don't have for now the alternative. It must be developed on the recomprehension of the Sufi and Shia dialogue. And just the final small brief stories is that we have visited, in general, to the general remarks, we have visited Aleppo. We had a very good night when we have heard the bombardments. So we were some kind of witness of the war. We haven't visited the line of front. But we were 5 kilometers
from the front. We also had the thing that we, for example, were in Aleppo restaurant and there was a big problem with light, for sometimes there was no light. Oh, everybody, of course, in night were afraid. I remember how Arno recommended me not to sit near the windows. So the trip was fascinating. I wanted also to thank the organizers who are now in a big route from Damascus towards Moscow and crazy with scale route Adnan Azam. And I thank all the members of the delegation for going there and for helping there and for helping morally to Syrians. And I remember a phrase which Lucien was saying every time he was doing a performance, that was "C'est pas vous qui avez besoin de vous, c'est nous qui avons besoin de vous." That's in English. You don't need us, we need you. Yes. So this is a phrase which is brilliantly describes what we were feeling there. So, thank you. Thank you very much, Daria. And now I am asking my friend Arno de Belek, who is an international lawyer, Paris and Washington Bar, to continue our discussion. Thank you, Yuri. I will continue speaking in English for our international friends. As the legal resident fellow here, I will try to analyze the situation insofar as what's been discussed earlier on the disinformation campaign and how the UN system agencies, by and large, and if we're being honest about it, going back to 2002 with the intoxication campaign on preceding the Iraq War, the UN agency system has completely and utterly failed the so-called international community. I will quickly recap how that series of failures got us where we are. As you can recall, back in 2002, the Security Council had voted to send a team of inspectors in Iraq in order to ascertain the existence of so-called weapons of mass destruction. And as you can recall, Hans Blix and Movik were not even allowed to finish their mission before being told to evacuate the country prior to the American invasion. We can recall that as a parallel process, the Security Council was slated to vote on the use of force as a retaliatory means of enforcing what was at the time perceived as a failure of Iraq to abide by Resolution 1442. So again, the disinformation campaign played a big role. The networks were basically in the hands of the deep state security agencies. Ran out and rolled out the campaign as early as late August 2002, and everything was basically shouted out to try to dress up in some kind of legality what was initially a stated goal of toppling the legitimate president of Iraq at the time. We've seen this same situation occur not only in Iraq but also in Iran, with again all kind of means to undermine the findings of the International Atomic Agency insofar as Iran abiding by their responsibilities under the Vienna July 2015 Accord. Iran is always being portrayed as the violator of the treaty, but no less than a dozen reports have stressed and underlined that Iran is perfectly abiding to its own obligation. Which brings us to Syria, and basically the failure of the UN system is for all out there to see. First of all, the Geneva Initiative has been more like a
let's say, a golem or a kind of a zombie type of format where, in absence of any kind of good faith attempt by the parties to recognize first and foremost the legitimacy of the current government of Syria, nothing can come out of this kind of shenanigan. What we have witnessed instead is initiatives taken on by Russia and Iran and Turkey occasionally in order to separate the issues and focus first on the decreasing of violence and tension via the Astana format. This has allowed for the situation to slowly but surely be incrementally resolved on a piecemeal basis. The Sochi initiative also played a big role in this. So this is something that we have to keep in mind, that when the UN system basically fails to uphold what's expected from it, nation states can fill the vacuum and create their own mechanism to resolve the conflict. I want to also stress this series of incidents which focused on chemical weapons use. As you may recall, back in August 2013, so a good 2 years before Russian intervention at the behest, at the invitation of the Damas government, we were that close from having a scenario whereupon the United Kingdom, United States, and France were about to invade Syria on the basis of so-called chemical attacks in the Ghouta. The agency, again, tasked with exploring and investigating the attacks, were basically instrumentalized again in order to come up with a final report, conclusions, which would, under reasoned understanding, so to speak, and all backed up by, adequate press campaign aimed at demonizing, the Syrian leadership, basically paved the way for what was supposed to be taking place next, which was a ground invasion. For reasons that I'm not going to get into, would be stepping out of the framework. We averted this situation, and the Russian president was skilled at filling the vacuum and providing again a way to come out of the crisis, and by supervising the dismantling of the chemical stockpiles from the Syrian government, which cooperated fully in the matter. That did not prevent the same intoxication campaign from happening again in April 2018 in the suburb town of Duma. And this time the Russian being operating on the ground for a good 3 years, had intelligence reports basically informing the public at large via their own media, to the extent it was possible to do so, about impending attacks, impending provocations. So every time there's kind of a prospect for advancing toward the cause of peace, we get provocation suddenly that are taking place. Chlorine is being moved around, and inhabitants of locales that are being pre-selected are groomed under the threats of physical harm to act the part. This led to a kind of a botched attempt because the, Western agencies and their regional allies were kind of caught red-handed. And so we assisted in this kind of ridiculous situation where a few missiles were lobbed at Syrian territory in complete violation of the UN Charter, again. The Russians tried to organize something at the UN headquarters in New York by flying the people from Duma so they could provide their own explanation as to what had happened and how they had been approached by militants.
And this was completely ignored by the mass media. And which means, it brings us to the point that we have to be very vigilant now, because as someone from the neoconservative tendencies in Washington, Mr. Patrick Clausen once said with regard to Iran, if we need to sink one of our own ship in the Persian Gulf in order to justify an attack on Iran, then we shall do that, exactly. So it behooves public opinion to read between the lines and educate oneself. We live in an age where we've never had as much information as we have now, but the capacity of analyzing and reading between the lines and taking the adequate perspective on events has universally and proportionally decreased, which means that even though the information is staring you in the face, all it takes is one narrative to be put forward, and next thing you know, the irreparable acts of aggressions are committed, and then you're finding yourself with what Colin Powell used to say about Iraq. Once you break it, you own it, and with everything that derives from those kind of violation of international law, bearing on sovereignty. We're dealing with refugees, we're dealing with a fragmented state, we're dealing with basically anomic situation, and this increases the risk for destabilizing entire regions for decades on end, and which is exactly what we need to prevent now. This is more what we learned out of the last 15 years is to really make sure that we consolidate states. We preserve the integrity of elected leaders, and we abandon once and for all this notion that democracy can be imposed from outside. Thank you. Thank you, dear Arlo de Valle. And now I would like to ask our Armenian colleague to continue our discussion. We discussed with him yesterday about the situation in the Middle East privately, but his speech yesterday was focused on the link between the South Caucasus, Karabakh problem and Iranian question. That's why I would like to ask our colleague David Shakhdazarian to continue our discussion. Thank you so much. What I think, because Syria is our region, from my capital to Syria is less than 300 kilometers. The second point, in Syria we had great Armenian community, first of all in Aleppo. And colleagues, it was maybe one of the best, or maybe the best Armenian community in the Middle East. Intellectual people, intellectual community, engineers, doctors, dentists, architects, and most part of these people, they graduated universities in the Soviet period. Unfortunately, it was in Aleppo we had more than 60,000 Armenians, but today, according to information that we have, it's around 5,000-6,000. The situation, from my point of view, still politically, and not only politically, very complicated, as our speakers said. And for today, I don't see any political settlement, because as around Iraq, too many players, and
Russian initiative. You mentioned Astana meetings, Sochi meetings. Still, it's not working. But I really have a question to speakers. How do you describe the situation around in Idlib and around it? Because from my point of view, is one of the more complicated points there. And Turkey activities, because we are seeing Turkey now are planning a new operation on Yaprat, East Bank. Of course, it's obvious that it's against Kurds and Kurds unit, YPG, SDF. By the way, in SDF, you know, this is the international military unit. There are a lot of Armenians, a lot of local Armenians, not from Armenia. And how will be solved the situation around Idlib? I think it will be a key to further political regulation or political settlement of the conflict. But for today, I'm not optimistic for today that there could be found any, how to say, effective solutions. You were in Syria, unfortunately. I've been before many years ago now. There you breathe that atmosphere, that air. What do you think? Because once more I want to stress a lot of problems now around Idlib. And of course, Syrian authorities, Bashar al-Assad's army is trying to take it under the control, but special interest of Turkey in this region, and what it was announced a couple of times and recently by Turkey president that Turkey is preparing a new operation there. Of course, the traditional problem is Israel policy there, but it's something traditional, and in this case, I think maybe I am wrong, that Israel policy is predictable. But what doing Ankara there? Maybe I am wrong, for me it's a little bit unpredictable, and it could explode Syria once more. Turkish policy for me is the main destabilization factor now in Syria, because all the time we are seeing there are agreements between Moscow and Ankara on Syria, but they are not working. New agreement on local level, some kind of cooperation on military level, but that is also not working. So my question to you, maybe briefly to describe the situation around Idlib and its perspectives. Thank you so much. Alors, c'est vrai que la question de la Turquie est une question centrale dans la géopolitique. Si on remonte au début de la guerre, il est évident que Erdogan a soutenu les groupes terroristes, et ayant été là-bas en 2015 et aussi là en mars 2019, j'ai pu voir l'évolution de la situation. Et la seule raison pour laquelle il existe encore des terroristes à Idlib, c'est parce que Idlib est proche de la frontière turque. Maintenant, Erdogan a joué à un jeu très dangereux vis-à-vis des États-Unis et de la Russie. C'est-à-dire qu'il essaie, de façon très stupide, il s'est aliéné les deux puissances en même temps. Il s'est opposé, plutôt il a voulu tirer parti de la puissance américaine et de l'OTAN pour avancer ses propres pions, parce que la Turquie a toujours des vues sur le nord de la Syrie. C'est même pas seulement du néo-ottomanisme, c'est aussi du néo-kémalisme, parce que les kémalistes, au début des années 20, avaient l'intention de constituer un État jacobin, mais impérial, et reconstituer les frontières de l'ancien empire ottoman. Erdogan se retrouve aujourd'hui acculé et la Russie en tire parti. Les États-Unis ayant compris dès 2015
que Erdogan voulait se servir d'eux pour avancer ses pions dans la région, ils ont organisé une tentative de coup d'État contre lui. Et ce sont les Russes qui lui ont livré cette information. Et ce sont les Russes qui ont sauvé la tête d'Erdogan, malgré le fait que la Turquie s'était attaquée à la Russie. Les Russes ont fait ça très habilement, puisque Erdogan étant au pied du mur, acculé, ils l'ont, disons, retourné. Maintenant, Erdogan a continué, même depuis son retournement, même depuis plutôt son rapprochement avec la Russie, a continué à soutenir les groupes terroristes en Syrie. Et je pense que les négociations qui ont été entamées, notamment les accords commerciaux tripartites entre la Russie, la Turquie et l'Iran, est une façon pour les Russes, mais aussi pour les Iraniens, de contenir les velléités expansionnistes de la Turquie. En gros, le deal, je pense qu'il est le suivant. C'est vous cessez de soutenir les groupes terroristes et vous mettez un terme à vos prétentions impériales sur la Syrie, et en échange, vous allez avoir des accords commerciaux et économiques favorables. Je pense que c'est ça le deal. Mais la question de savoir, est-ce que Erdogan est un partenaire fiable sur la durée? Là, c'est une toute autre question. Il a démontré son incohérence sur le plan géopolitique. Il ne faut pas oublier qu'il commerçait du pétrole avec Daesh, à l'époque, il y a encore quelques années, et d'ailleurs 75% de ce pétrole livré par Daesh à la Turquie était vendu à Israël. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut toujours distinguer les positions verbales des dirigeants, comme Erdogan, qui a été très virulent contre Israël, mais qui continuait en sous-main à commercer avec eux et même à avoir des accords, des accords stratégiques jusqu'à une époque récente. Contrairement à l'opposé, là je le dis pour les Européens, effectivement les déclarations pro-israéliennes de certains dirigeants européens et occidentaux ne signifient pas accord stratégique ou alignement sur la politique israélienne. Il faut toujours distinguer le discours et les actions. Donc pour revenir au Proche-Orient, sur le plan militaire, la guerre a été gagnée. Parce que quand j'y suis allé en 2015, en octobre 2015, les Russes venaient à peine d'arriver. Et à Damas, j'étais à Damas, Ma'aloula, et l'attaquait plus au nord. À Damas, la capitale, les terroristes étaient à la porte. Ils étaient dans le quartier de Jobar, juste derrière Babtouma, qui est le quartier chrétien. Et de l'hôtel où on était, c'est-à-dire au centre-ville, on entendait les tirs d'obus et les tirs de Kalachnikov. Et à Babtouma, on avait les balles de Kalachnikov qui sifflaient au-dessus de nos têtes. Lorsqu'on a traversé le pays pour aller l'attaquer, effectivement, on a traversé des zones dangereuses. Mais là, quand on y allait en mars 2015, ce qu'on a entendu en mars 2019, ce qu'on a entendu à Alep, on a entendu, je crois, un tir d'obus, et on est passé à Hama. Bon, il y a eu des morts à Hama, mais parce que Hama est à côté de Idlib. Mais je veux dire, le pays a été quasiment à 90-95% nettoyé de ces terroristes. Donc maintenant, effectivement, ce que font les Russes et les Iraniens, c'est de contenir la Turquie par des accords, par l'économie et le commerce. Merci. Arnaud, et après ça, ici, oui, bien sûr, mais après Arnaud. Yes, I just want to complete Youssef's answer. The Idlib situation will get resolved eventually. First of all, because militarily speaking, we have an army that has high morale, a sense of purpose. We've been waging war now for 8 years plus. We're under the leadership of the Colonel Suhail, the Tiger, who knows his business. He's the one who established the junction with Deir Ez-Zor in September 2017 by connecting with the late General
Zahidin, the lion of Deir ez-Zor. So I'm not worried about the outcome. It's all about temporizing and playing on a parallel basis, giving time to the diplomats to get the Turks to come to their senses. The Turks are in a situation whereupon in 2016 Aleppo and then in August 2018 in Daraa, we could always evacuate the terrorists by allowing them to even take their light weapons with them and their families, put them in green buses and evacuate them in what became the pocket of Idlib. But now there's no more pockets to go to, and Erdogan is in a situation where he's basically facing his own creations, and they are looking up to him now. And there's been a lot of footage circulating where the Turkish officers of the regular army are being confronted by their proxies. What are you going to do? Are you abandoning us? Abandoning us? So I would say, the situation is not looking good at all for them, and they will be sacrificed for geopolitical raison d'etat without any qualms. I mean, Erdogan is not going to think, more about this. The main problem, I would think, right now is the development of what Sergei Lavrov referred to as a quasi-state on the northeastern side, east of the Euphrates, which incidentally happens to be the most oil-rich region of Syria. That region which President Assad will need to finance the reconstruction effort. Better? Yeah. And the Americans have already, thus far, built no less than 12 bases. One of the most notorious US base, is the one in the vicinity of Al-Tanf, in the Triangle of Death. This base, basically, they've established a perimeter of 55 miles within which they are allowing Daesh cells to reorganize, and they are providing them with training, weapons, and launching attacks, in the Abu Kamal area, but also in Latakia, wherever, they can try to delay any kind of resolution. So the war, that phase of the war might be over, but we're entering a new phase, which is a war of attrition. Let's not forget about the economic sanctions as well. So the Western coalition and its regional proxies, albeit there's been a modulation in some of those regional powers' behavior toward Damascus with the re-establishment of some of the embassies. But the Western coalition of states that has attacked Syria for the last 8 years is hell-bent on prolonging the war by any means possible, by putting the pressure on President Assad and his government to provide for their own people and to offer prospects for bettering of their lives. And this is a long game, unfortunately. And as long as the situation on the Eastern Rim, is not resolved, we may be, we're not going to be out of the woods yet. So that's the thing that we need to keep in mind is we need to really remain vigilant and cautious as to the evolution of the situation. But the American bases are here to stay, I'm afraid. This is all part of what Trump referred as keeping an eye on Iran. The Israelis, their whole strategy has completely backfired. They've empowered Iran without even realizing it. Iran filled the vacuum. That wasn't a natural order of things, like they filled the vacuum in Iraq. And so now we're trying to sell us the danger, the threat of a Iranian empire, which explains also why within, the Shia belt, the Shia crescent.
And that would explain, of course, why the nuclear deal was torn as soon as the ink was not even dry on the document. They want to now extend the negotiation to the ballistic aspect and support to militia in the region. So we see exactly where we're going with this. So I hope that answers your question. No. Ambassadeur, no. I'd like to ask Mr. Irnere, Senatore, to continue. Je partirai d'un point du début de l'intervention de Youssef, lorsqu'il a dit à propos des révolutions de couleur et de leur suite en dégénérescence de guerre civile et de guerre comportant l'intervention directe et indirecte de puissances planétaires, de major players, je partirai de cette phrase pour dire: faisons un exercice d'état-major. La guerre dirigée de l'extérieur suppose la volonté politique. Quelle est la volonté? Et reconduisons notre analyse sur la Syrie à la multipolarité. Qui a la volonté politique d'intervenir dans un conflit régional ou local s'il ne dispose pas d'une vision générale du système international comme échiquier? Une analyse comme celle de la Syrie suppose bien sûr une analyse de détails historiques, de succession phénoménologique importante. Mais il faut reconduire abstraitement, de la manière la plus abstraite possible, ceci à la volonté des puissances majeures du système international. Il y en a trois. Donc, la totalité du Moyen-Orient, dans la théorie de Bush déjà, et puis successivement de Obama, était laissée de côté à cause de son importance moindre aujourd'hui pour disloquer les forces de la puissance hégémonique en direction de l'Asie. N'oublions pas cette importance. Là, le déplacement du centre de gravité de la confrontation et de la planète vers l'Asie diminue l'importance du Moyen-Orient, du Grand Moyen-Orient, et par conséquent de la Syrie. Et dans cette phase de dislocation des forces des États-Unis, il y a eu la faiblesse de laquelle a profité Poutine d'intervenir dans un échiquier qui s'est révélé stratégique dans l'intérêt de la Russie, qui, elle, a une vision générale du problème. Venons donc à la compréhension des unités d'action qui sont les États. Donc c'est seulement les États planétaires, les major players, qui ont la vision générale et les capacités générales. Les puissances moyennes peuvent avoir, comme la France, la Grande-Bretagne, la vision générale, mais pas les capacités. Et donc ils sont vassaux et clients de la puissance hégémonique. Sont des alliés qui ne jouent pas un jeu propre. Donc, pour analyser une guerre régionale et locale comme feraient les généraux, desquels j'ai appris quelques petites choses, c'est de reconduire le local et le régional au général. C'est pas par hasard qu'il y a le colonel, le général. Le général a la vision générale du théâtre. J'ai conseillé encore avant-hier, et je conseille, si je me permets, de faire une réunion
qui comporte l'étude du conflit, de la guerre, de sa signification profonde, et surtout, d'un chapitre, le chapitre 6 du livre 8 de Clausewitz, où est définie la relation entre la stratégie et la politique. Là, le stratège prend les ordres du politique, et le politique a la vision générale du système international. C'est-à-dire seulement les puissances majeures veulent avoir un équilibre favorable à leur but hégémonique, qui sont permanents, même s'il y a l'alternance hégémonique d'une puissance à l'autre. Donc il y a des permanences dans l'histoire. Il n'y a pas des périodes où il n'y a pas une hégémonie. Ces périodes obscures de l'histoire, qui représentent une transition d'un système à l'autre et qui peuvent comporter des longues périodes de chaos, ont été examinées par Strauss, Hüppe, que j'ai cité. Nous pouvons vivre cette période, nous sommes au seuil d'une période de ce style. Mais pour l'instant, la bataille, le combat général des grandes puissances, c'est de mettre les pions comme dans l'échiquier pour avoir une situation stratégique, décisive en vue d'un conflit général. Cette compréhension a été celle de Poutine, d'où sa supériorité par rapport au système démocratique d'alternance de pouvoir et d'incompétence politique et stratégique au plus haut niveau. Donc la guerre et la puissance polarisatrice est celle qui est capable de maintenir la volonté politique. La volonté politique n'a pas été éliminée. La volonté politique, ça suppose qu'on se donne un but de guerre. Est-ce que l'Allemagne a voulu écraser la France à la Deuxième Guerre mondiale? Non. Il a fait un pacte avec Pétain et il n'a pas voulu l'écraser ni dissoudre la France malgré les requêtes de Mussolini parce qu'il voulait utiliser la France après comme ressource d'un bon à l'échelle mondiale dans la réalisation d'un but hégémonique. Et donc, dans notre cas, l'analyse, le critère d'analyse le meilleur, qui a la plus grande capacité heuristique de compréhension, est de remonter à la théorie de la guerre, donc de la volonté, donc des finalités de la guerre, donc du système international, et d'examiner le rapport que la modification d'un théâtre a sur l'échiquier général vis-à-vis des puissances majeures. Voilà le sens de mon intervention. Donc, distinction entre le but local et le but général, entre le dessein et les capacités d'action, entre la stratégie militaire et la stratégie politique générale, et entre le local et le général, ce qui veut dire le sous-système et le système international. Nous n'avons pas été habitués à ce type de logique. Je ne l'ai pas appris à l'université, où mes collègues raisonnent encore en termes d'il y a 30 ans. Je l'ai appris chez les militaires. Donc, j'invite à étudier le but de guerre, parce que même selon les théories, que ce soit celle de Carl Schmitt, de Hobbes, de Clausewitz, ou même de Heidegger, ce qui compte est la défense de l'identité d'une forme d'être, d'une ontologie, philosophiquement parlant, qui prend la forme militaire de la guerre permanente, pensée, pas réalisée, et de la distinction. Parce que qui va évaluer? Quand on parle de volonté extérieure, qui fait l'évaluation, qui gagne et qui perd? C'est ça le problème. Qui fait l'évaluation si je dois mettre encore dans la mise 2 divisions, 4 divisions, l'arme atomique? Et quelle est la signification de l'escalade militaire? La signification de l'escalade militaire n'est pas seulement un fait d'état-major, est un fait politique majeur. Donc j'invite modestement,
je m'excuse d'avoir été un peu long, mais de consacrer une session à l'étude de ces problèmes émergents. Notre ami M. Inerio a soulevé des questions très importantes. Bon, je vais essayer de concentrer mon propos. On ne va pas parler de l'Europe parce que les principales puissances européennes sont des vassales des États-Unis. On va se concentrer sur les États-Unis. Là où il y a étrangeté avec la politique américaine, c'est qu'il n'y a pas d'unité stratégique et d'unité du vision du monde et d'unité de priorité. Il y a confrontation permanente, et cette confrontation a éclaté sous la présidence de Bush, entre d'une partie les faucons pro-israéliens, dont John Bolton qui a été limogé récemment, et non, j'ai dit Trump. Pardon, lapsus. Non, ça va passer sur Oui. Alors, sous la présidence de Trump, on a vu cette opposition éclater au grand jour. On a, dans la vision américaine, les impérialistes globalistes et... Le téléphone portable, s'il vous plaît, parce que là, c'est... on a d'un côté les impérialistes globalistes qui sont libre-échangistes, etc. Et on a un Trump qui va représenter une aile plus isolationniste. Donc isolationnisme géopolitique, mais aussi qui se couple bien sûr avec un protectionnisme économique. Et on a des faucons pro-israéliens qui entraînent, pas qui essayent d'entraîner, mais qui entraînent, notamment depuis le début des années 2000, les États-Unis dans des guerres en faveur d'Israël, d'un État étranger, alors que ces deux États, les États-Unis et Israël, ne partagent pas les mêmes intérêts. On a vu, dès le début de la présidence de Trump, comme vous l'avez dit, un intérêt pour les questions asiatiques, pour la Chine, alors que les faucons, les faucons pro-israéliens restent concentrés sur le Proche-Orient. Si vous écoutez les discours de Trump sont très virulents vis-à-vis de la Chine, et il compte en découdre sur le plan, il lance une guerre économique contre la Chine. Mais cette guerre économique, si on va sur la durée, est la résultante de la politique américaine depuis le lendemain de la Seconde Guerre mondiale, à savoir un libre-échangisme économique généralisé qui a fait de la Chine l'atelier du monde, et là où l'industrie américaine a délocalisé une partie de sa production. Cet état de fait a conduit à l'appauvrissement des États-Unis, mais aussi à l'appauvrissement de tout le monde occidental, puisque la production se retrouve en Chine. Et donc, Trump essaye de revenir en arrière sur ce plan économique, et cela implique de sortir des théâtres d'opérations qui ont coûté des centaines, des milliers de milliards aux États-Unis. Et donc, il est très difficile pour une puissance comme la Russie de gérer une puissance impériale qui a en son sein des intérêts, des visions du monde antagonistes. Donc, votre exposé est très intéressant, mais c'est une vision traditionnelle de la politique, des questions militaires. Or, là, on est face à une sorte d'empire hybride, avec des contradictions internes extrêmement graves, que nous, en face, ceux qui sont pour la multipolarité, avons beaucoup de mal à contenir. Voilà ce que j'ai à répondre là-dessus. Oui, je vais continuer un peu le propos de Youssef. Je pense qu'en fait, on a l'impression que le monde entier se donnait rendez-vous en Syrie. Pourquoi ? En fait, parce qu'il y a plusieurs programmes d'invasion de la Syrie. Donc il y a effectivement le programme sioniste, au sens strict, c'est-à-dire la construction du Grand Israël, qui nécessite tout simplement de conquérir le territoire syrien aux trois quarts. Ensuite, il y a aussi, il ne faut pas l'oublier, ce qu'on appelle le grand jeu en géopolitique, représenté ces dernières années
et depuis un certain temps, par un certain Zbigniew Brzezinski, on prononce mal en français, et qui lui était notoirement indifférent à la question sioniste. Enfin, rien à faire, c'est pas son problème, mais qui effectivement ne rêvait que d'envahir la Russie, en s'appuyant plutôt sur l'Ukraine. Tout est décrit dans son livre, Le Grand Échiquier. Et on pourrait considérer que Brzezinski était en fait le dernier avatar de ce que les pères fondateurs de la géopolitique ont appelé le grand jeu au XIXe siècle, notamment Alfred Mackinder et Rudyard Kipling, l'expression venant, je crois, d'un roman de Kipling, et dont le but, en fait, est d'encercler le continent eurasiatique. Là, je reconnecte avec les questions plus spécifiquement eurasiatiques. Donc, pour Brzezinski, en passant par l'Ukraine, mais aussi en passant par le Sud, en créant deux fronts. Un front Sud qui aurait permis, en utilisant donc les milices paramilitaires djihadistes, de remonter vers la Caspienne, et dans un premier temps, en fait, de faire tomber la Syrie, dans un deuxième temps, de faire tomber l'Iran, ensuite faire tomber la Russie, et puis, en bout de course, la Chine. C'est pour ça que les Russes, les Chinois sont parfaitement au courant des grandes théories géopolitiques et des grandes ambitions impériales anglo-américaines, se sont impliqués très rapidement dans cette guerre, enfin, sur les territoires syriens, avant que ça ne s'étende, que ça ne contamine en fait toute l'Asie centrale et que ça devienne incontrôlable. Donc ça, c'est le deuxième grand programme qui s'est mis en application sur le territoire syrien. Il y a en plus donc les rivalités intra-islamiques, c'est-à-dire la Syrie étant associée à l'axe chiite et donc en confrontation avec le monde sunnite. Et puis, last but not least, malheureusement pour les Français, il y a eu aussi un rêve de rétablir le mandat français en Syrie. On a des liens historiques au XXe siècle avec le Liban et la Syrie. Et alors là, je vous parle de quelque chose qui est relativement peu connu, c'est l'implication d'un certain Benoît Pugat, général 5 étoiles, et commandant des opérations des forces spéciales françaises, et qui, lui, n'est ni sioniste, qui est probablement un peu atlantiste. Il a commencé sa carrière en période de guerre froide, mais qui surtout est catholique, pratiquant, qui est proche de Sarkozy et avec de la famille dans les réseaux catholiques traditionnalistes, et qui n'a eu aucun problème à s'associer donc avec des intérêts islamistes, avec des intérêts sionistes, avec des intérêts atlantistes, pour mener des opérations spéciales, des opérations des forces spéciales, pour former les paramilitaires sur le territoire syrien. Ça, on l'oublie un peu, mais bon, il faut aussi le rappeler. Et là, c'est une causalité, si vous voulez. Et là, je distingue 4 causalités qui en fait, qui ont convergé et qui expliquent pourquoi, en fait, ça dure autant, pourquoi c'est aussi long. Parce qu'en réalité, il y a des intérêts convergents, mais qui, en fait, sur le fond, on pourrait penser qu'ils sont divergents. Mais là, par un hasard géostratégique malheureux, ces intérêts convergent tous en Syrie. Voilà. J'aimerais rebondir sur Brzezinski, parce que Brzezinski a évolué, et en 2016, en avril 2016, il a publié dans The Foreign Affairs un article qui s'appelle Toward a New Realignment, toward a global realignment, vers un réalignement global de la politique américaine. En fait, il a accepté, Brzezinski, finalement, que les États-Unis avaient perdu. Il dit, effectivement, il n'est pas possible de faire éclater la Russie, parce que c'est ce qu'il proposait dans le Grand Échiquier en 1997, notamment en séparant l'Ukraine de la Russie. Il expliquait que sans l'Ukraine, la Russie cesse d'être un empire. C'est ce qui s'est passé à partir de novembre 2013, si ma mémoire est bonne. Pour ce qui est de la Chine, c'est la même chose. Donc qu'est-ce qu'il proposait ? Il proposait une nouvelle stratégie. Il disait,
Nous devons, nous, les États-Unis, arriver à un accord stratégique et économique avec la Chine. Et nous devons laisser l'Europe de l'Ouest à la Russie, en indiquant clairement que les États-Unis ne doivent plus s'intéresser à l'Europe de l'Ouest, puisque le centre de gravité s'est déplacé vers la Chine. D'ailleurs, déjà Brzezinski, en 1997, écrivait que les 2/3 des richesses mondiales étaient produites en Eurasie. Par conséquent, il faut contrôler l'Eurasie. Quiconque contrôle l'Eurasie contrôle le monde. Mais il disait que l'alliance, effectivement, il disait que l'alliance entre la Russie et la Chine était une alliance contre nature, et qu'il y avait des territoires qui, d'après lui, avaient été usurpés à la Chine par la Russie, et qu'il fallait jouer sur cette opposition territoriale pour aggraver demain, parce qu'il disait aggraver demain les tensions entre la Chine et la Russie. Donc il s'agissait d'un découplage. Il avait très bien compris, Brzezinski, que c'était peine perdue au Proche-Orient, que vaincre la Russie, ce n'était plus imaginable, et il voyait le grand danger poindre. Le grand danger, c'est le couplage de la Russie et de la Chine, c'est-à-dire l'une des premières puissances économiques mondiales et l'une des plus grandes puissances nucléaires mondiales. Par ailleurs, Brzezinski avait clairement déclaré, je crois que c'était en 2012, « Nous ne devons plus suivre comme des ânes la politique israélienne », et il a ajouté « Nous, en tant qu'alliés d'Israël, nous devons dire à Israël, non, vous ne nous entraînerez pas dans des guerres qui ne nous concernent pas, ce sont les intérêts des États-Unis. » Donc, et je pense que Trump fait partie de ceux qui ont pris en compte cette nouvelle réalité géopolitique, économique, et je pense qu'il n'est pas loin de cette stratégie proposée par Brzezinski, à savoir arriver à un accord avec la Russie, mais contrairement à ce que propose Brzezinski, lui, il est dans une confrontation directe avec la Chine. Thank you very much. Now our Greek colleague Dimitrios Konstantopoulos, who will lead the lectures. Dimitrios, can you help me to give him microphone, Dimitrios? Do you hear me? Fine. By the way, I want to make one remark on the term colored revolutions. There is no doubt in my mind that there is a strong element of color in Syrian revolt. But we should not abuse this notion of color revolution, because as you know, my friend Yuri, from the time you were leading the Popular Front of Moldova, people are revolting sometimes without knowing the strategic consequences of their revolt, but in good faith. So the fact that the Arab nationalistic regimes were in big crisis, like in Iraq and Syria, was exploited by imperialism. This is the truth. But we need to understand the situations in their totality. So now about I want to congratulate you, Youssef, for your presentation of the origins of the neocon adventure in the Middle East. But in the same time, I'm really surprised when you insist 4 years nearly, or 3 years after Trump presidency, to speak of isolationism of Trump. There is nothing like that. People who believed what Trump was saying, they have made an enormous strategic mistake. As Vladimir Lenin was saying, everybody makes mistakes, but it is important to correct them as quickly as possible. We cannot judge Trump upon the impressions he wanted to create, not even exactly his words. We have to judge Trump on concrete facts. What are the concrete facts? 3 months after being in the White House, he makes the first missile attack on Syria, which is necessary Syria in order to proceed to Iran. 1 year later, he is planning a second attack on Syria. He's going to the General Assembly of the United Nations, and he's threatening North Korea with annihilation. He's putting sanctions everywhere in the world.
All those things are happening under the Trump administration, but still some people wanted to separate Trump from what the United States administration is doing under his orders. And this is not possible. After all, it was not me who put Pompeo, Bolton, and the other woman as leader of the CIA. It was Trump who made his administration full of neocons. It is Trump who asked her daughter, which did not want to become Orthodox Jew, in order to marry Kushner. She also pressed her to marry Kushner in a geopolitical marriage. Of course, this is not a personal affair. This is why I'm sitting this. And when Netanyahu went to Washington, he slept one time in Kushner's home. And who persuaded Trump to bomb Syria? Ivanka, who went, according to what the press is writing, who went to her father, and said, listen, the children are here and are... So we have to understand that Trump is much more a tool of Netanyahu, or at least it was up to now, than anything else. By the way, can anybody explain to me why Benjamin Netanyahu has developed so close relationship with the European far right and radical right? How you explain that? On both sides. It is not normal, because most of those movements are, at least they have a lot of anti-Semites. Why the Prime Minister of Israel wants to be so in so good shape relationship with Marine Le Pen, with Salvini, etc.? Because they're anti-Muslim. Anti-Muslim? Yes, anti-immigrant. But if you are anti-immigrant, if Mr. Salvini is anti-immigrant and he's really interested for the problem of immigrants, he does not go to embrace Netanyahu, who is the first person responsible for the immigration wave to Europe, because he is the architect of all those wars, because of which there is the refugee problem. And Mr. Salvini, who pretends to be a friend of Russia also, he went to Israel and he embraced Netanyahu, and he said that Hezbollah are terrorists. Who I can give you an analogy, and I think nowadays the empire is better in history than sometimes we, the opponents of the empire, are. I remind you the case of Hitler and National Socialism in the 30s. What did exactly Adolf Hitler? Germans did not vote for the Second World War, and they did not wait after they voted Hitler in power to have what they had. Hitler has been able to get the great disappointment from those time international conditions, from the social and national humiliation of Germany after Versailles Treaty and after the Great Depression of 1929. He took this dissatisfaction of the German people, and he made out of it a political force, which what he did with the political force, he made a force to make a war. This was the Hitler's idea. And by the way, Hitler pretended that he's a very good friend of Russia. And unfortunately, he even persuaded the Kremlin that he could be an ally of Russia, and finally Russia was saved in the last moment, because you know the history towards the Second World War. So I would not say that Mr. Trump is a kind of new Hitler, for the simple reason that Hitler was a real ideologue, a real politician. He had a real movement with people ready to sacrifice their lives, etc. He's a fake Hitler, produced by like many politicians. You think that if it was easy for Tsipras to pretend he is a representative of the radical right, it is difficult for Trump to pretend he's a supposed anti-globalization hero who has begun a lot of campaigns, military, economic, who have approached, I don't know, 4 or 5 times near to nuclear war because of Mr. Trump and his protege in the White House. Me, I cannot separate what the administration is doing
from what the president is doing. And I believe that if we are not living in an environment of nuclear war now, it is because the correlation of forces inside the Jewish establishment has changed to the profit of the globalizers, imperialists, and against the neocons imperialists. And why this has happened? Because more and more globalizer imperialists, especially those also the Jews, understood that this would be a war which would put in danger Israel itself. So they could not see any serious possibility of victory. They were seeing very great risks, and this is why they made a coup d'etat in Washington to stop Netanyahu for making the war. This is why on September 4th, as I said yesterday, New York Times, which is a very pro-Israeli newspaper, revealed, which is saying for decades that there are no conspiracies, everything is normal, you must believe what you see and you hear, suddenly decided its magazine was a thriller about the Netanyahu and Zionist push to strike Iran. So this is at least my analysis, and I believe that it is important because the confusion is one of the main weapons of the empire. It is very important to analyze what is happening. By the way, because I did not finish my argument before, the idea about the European far right is to create a justified, probably, political capital out of opposition to immigrants, to create conditions in Europe, especially if we will have a new economic crisis, to have far-right regimes which will be able to sustain a war in the Middle East or even against Russia. By the way, of course, Soros is a very big enemy of Russia, but I don't think Netanyahu is a very big friend. And I suggest to anybody who believes that to see what Israelis have done in South Ossetia and in Ukraine. If someone does not want to read the facts, it's okay, it's a choice. But every choice is better. Now, I will not say that Israel has, or the Israeli neocons have occupied the United States. Of course, Israel is, I don't know who is the superpower, because our military friend from Belgium is telling us to speak about colonels, generals, etc. This is good, but this is an old scheme. I mean, here we don't know who is the superpower, the United States of America or Israel, because Israel has obliged the United States of America to go in Iraq, and Israel has obliged the United States of America to destroy the agreement with Iran, which President Obama accomplished. So who is the superpower, and with what criterion? If somebody can use, if I can use the superpower, I'm the king, not the President of the United States. So, by the way, I want to say the following thing, that which is related to this situation. Here we have a kind, it is not Israel, it is the empire of finance. The fact that Israel has such, because we are speaking about Jewish conspiracies, about entrism, about they are maybe canny. I can accept whatever you say, but the main thing is the enormous influence of the Jewish factor on the financial capital. And as I told yesterday, we have a new superpower. What, are you tired? Or you don't like what I say? No, you are perfectly right. Most of us agree with you, but our French friend Youssef Indy is ready to disagree with you, if you allow it. Oh, of course. So I close the argument. So speaking about the superpower, I believe the real superpower is the empire of finance. Je vais répondre d'abord à notre ami Dimitrios. Effectivement, il ne faut pas se fier aux déclarations de Trump, il faut analyser sur le terrain précisément ce qu'il fait.
Regardez en avril 2017, lorsqu'il a bombardé après le pseudo-gazage du gouvernement, enfin de la population syrienne par le gouvernement syrien. Il a mené une frappe parfaitement théâtrale. Les frappes qui ont été menées ont frappé en avril 2017, dans la nuit du 6 au 7 avril, un hangar vide. Un hangar vide. Tu as vu les images de Lavrov avec les ministres, avec Tillerson à Moscou. Les Russes n'ont pas pris du tout théâtralement cette histoire-là. Ils ont communiqué via leur ligne de communication installée depuis que les Russes sont en Syrie. Ils ont prévenu les Russes qu'ils allaient frapper le hangar. C'est-à-dire que Trump va frapper un hangar, il appelle Poutine lui disant « je vais frapper un hangar », Poutine appelle Bachar al-Assad pour lui dire « il va frapper un hangar, tu vides le hangar ». Le résultat, c'est qu'il a frappé un hangar vide. Attendez, je vais continuer. C'est très méditerranéen. Ensuite, en avril 2018, c'est exactement la même chose qui se passe. Il y a une communication. D'abord, il y a une pseudo-attaque du gouvernement syrien avec des armes chimiques contre la population. Encore une fake news, encore un mensonge. Trump fait des déclarations sur Twitter. « Oh, Bachar al-Assad a tué de magnifiques bébés, etc. C'est intolérable. Je vais frapper. » Rebelote. Trump prévient, la ligne de communication prévient les Russes. Les Américains envoient 100 missiles. 100 missiles. Il y a 3 blessés. C'est parfaitement théâtral. Et il continue. Et Donald Trump continue en disant... Mission accomplie, nous pouvons rentrer. C'est ça qu'il déclare. Maintenant, je vais revenir précisément sur ces deux attaques. Qu'est-ce qui se passe en avril 2017 et en avril 2018 ? En mars 2017, Benyamin Netanyahou se rend à Moscou et demande à Poutine d'ordonner aux Iraniens de quitter la Syrie. Vladimir Poutine lui fait une fin de non-recevoir. Il refuse. Quelques semaines après, il y a une attaque chimique. Puis, la frappe américaine. 2018, mars 2018, Netanyahou retourne à Moscou. Il dit la même chose à Poutine. Il faut virer les Iraniens de Syrie. Poutine refuse. Qu'est-ce qui se passe ? Encore une nouvelle fausse attaque chimique. Et encore une frappe théâtrale de Donald Trump. Mais il y a eu 3 épisodes. C'est le même scénario avec 3 épisodes. En fait, le premier de ces 3 épisodes, c'était en août 2013. En juillet 2013, le prince Bandar, qui était à l'époque le ministre de la Défense saoudien, se rend à Moscou et propose un deal à Vladimir Poutine. Le deal est le suivant. Vous lâchez Bachar el-Assad, en échange de quoi, nous, on va vous donner une compensation sur les contrats gaziers. Vladimir Poutine refuse en juillet. En août, il y a une fausse attaque chimique en Syrie. Fin août 2013, les Américains envoient des navires de guerre pour bombarder la Syrie. Les Russes s'interposent, il y a des navires de guerre russes qui s'interposent. Il y a 4 missiles Tomahawk qui ont été lancés par les Américains. On ne sait pas ce que sont devenus ces missiles Tomahawk. Soit les S-300 ou les S-400 les ont abattus, soit ça a été par voie électronique que les Russes les ont éloignés, en tout cas déviés de leur trajectoire. Et systématiquement, vous avez une implication soit israélienne, soit saoudo-israélienne, qui d'abord demande à Vladimir Poutine d'abandonner ses alliés. Dans un deuxième temps, il y a une fausse attaque chimique. Et dans un troisième temps, il y a une frappe. Maintenant, il faut aussi le connecter à l'Ukraine. Parce que lorsque Vladimir Poutine refuse le deal en juillet et qu'en août, il y a la fausse attaque chimique et la tentative de bombarder la Syrie, donc là on est août-septembre, début septembre, 2 mois après, en novembre, le feu se déclenche en Ukraine. 2 mois après.
Et en 2015, les Israéliens avaient annoncé qu'ils enverraient des armes en Ukraine. Et Vladimir Poutine les avait mis en garde. Donc on a Vladimir Poutine qui refuse de lâcher ses alliés au Proche-Orient, la fausse attaque chimique. Novembre, on allume le feu en Ukraine, on applique la stratégie de Brzezinski. Et début 2014, c'est-à-dire 2-3 mois plus tard, il y a Daesh qui se constitue en Irak et en Syrie. 2 mois plus tard. Et ça correspond à la carte qui a été publiée le 23 septembre 2013 dans le New York Times de redécoupage du Proche-Orient. Et plus loin que ça, sur le plan stratégique, ça correspond à la stratégie de Henry Kissinger. Kissinger a rencontré 2 fois Vladimir Poutine, une fois en 2008 et l'autre fois en 2012 quand Vladimir Poutine allait être réélu président de la Fédération de Russie. Et il avait déclaré qu'il faut intégrer la Russie dans le système international. Mais il déclarait qu'il fallait que la Russie abandonne ses alliés, notamment l'Iran au Proche-Orient. Donc le deal qui était proposé à Vladimir Poutine, c'est en gros, si vous voulez revenir dans le système international et préserver votre intégrité territoriale, vous lâchez vos alliés au Proche-Orient. Et c'est pour ça qu'ils ont allumé le feu en Ukraine en novembre. C'était un avertissement. Vous avez refusé notre deal et nous allons procéder à la stratégie de décomposition de la Russie. Et là, dans ce jeu, effectivement, Donald Trump donne le change au faucon. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'aux États-Unis, le président n'a pas autant de pouvoir qu'en France ou en Russie. Un président aux États-Unis a très peu de pouvoir, il est obligé de jouer les équilibristes entre les différents lobbies et les différentes factions qu'il y a dans l'appareil d'État et au Pentagone et à la Maison-Blanche. Donc lui, Donald Trump, quand il mène ses frappes théâtrales, il donne le change au faucon. Et je vais vous donner un autre exemple. Fin 2017, Donald Trump transfère l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv à Jérusalem. Netanyahou est content. Mais ce que l'on ne sait pas, c'est qu'en janvier-février 2018, juste après, Donald Trump ferme une antenne de la CIA en Jordanie qui armait et versait des salaires aux groupes terroristes en Syrie, notamment près du Golan. Faisant cela, les Israéliens ont été obligés d'assurer eux-mêmes le versement des salaires et l'armement de ces groupes terroristes délaissés par Donald Trump. D'ailleurs, au passage, Donald Trump a transféré l'ambassade, mais il n'a pas transféré, ce qui se fait d'habitude, la résidence de l'ambassadeur de Tel Aviv à Jérusalem. Voilà. Today is the National Day of Armenia. We congratulate our Armenian friend who is here, David Shakhnazaryan, and all Armenian nation for this extraordinary event. National Day of Armenia, not only because we were together with my friend David on this struggle 30 years ago against Communist Empire. David has some remarks to make. David. Thank you, Yuri. Yes, it's a great day, the Independence Day for my country. Thank you. From Syrian problem, we went to global problems. It's one more. It's additional argument that the Syrian problem is really a global problem. The same we can say about the Iranian problem. Thank you. I received my answers about the role of Turkey, everything, but one remark. The situation in Syria, which was started, it has a lot of reasons, but I want to speak about one reason, very important reason, and there is not so many information was in press about this. In 2010, there was a project of Qatar pipeline, gas pipeline. And according to this project, this pipeline from Qatar must pass Syria and after
Turkey and Europe. Turkey even today is very important gas player in Europe, because Turkey even today is a big gas hub. And after this project, Turkey will have very high influence on European energy security. Even today, from my point of view, Turkey's role and Turkey leverages on European energy security, maybe the potential is even higher than Russia has. Anyway, this plan, this Qatar pipeline project, was rejected by Syria and by Syrian President Bashar al-Assad. Before, you can remember, the relations between Bashar al-Assad and Erdogan were very close. Their families were very close. And Turkey, especially Erdogan, plays a big role against Syrian president after that. His position completely changed. So one of the main factors and main reasons why this situation in Syria appears, this, I'm more than sure, this Qatar gas pipeline project. I want to remind you that Erdogan's statement in the beginning of, let's say, Syrian conflict, especially against government, especially personally against Syrian president. Today we have a very complicated situation around it, but the situation is much better than we have 1 or 2 years ago, because a lot of other main players, and we discuss it. Thank you. Just I wanted to share with you this. Thank you very much, David. Youssef. Oui, pour répondre à la question concernant l'avenir de la politique de Trump vis-à-vis d'Israël, si Netanyahou part, bon, le facteur, comment dire, les individus ont leur importance parce qu'ils sont les porteurs d'idées, d'idéologies, de réseaux, etc. Si demain il y a une nouvelle majorité qui est proche du Likoud ou des extrémistes religieux à la tête d'Israël, ça ne changera pas grand-chose aux relations entre les États-Unis et Israël. Mais s'il y a une majorité de gauche qui est élue, là ça pourra changer quelque chose, parce que il faut voir aussi en toile de fond les réseaux internationaux et les oppositions internes au monde juif. Par exemple, le président du Congrès juif mondial qui a financé toute la carrière de Benjamin Netanyahou s'est opposé à Netanyahou 2 fois. Enfin, il a écrit 2 textes contre Netanyahou, pas seulement contre Netanyahou, mais contre toute la politique du Likoud et la montée du religieux, du judaïsme religieux en Israël. Et ces 2 textes ont été publiés dans le New York Times la même année, en 2018. Pourquoi ? Parce que la politique israélienne, qui est de plus en plus, je dis de plus en plus ouvertement juive, c'est-à-dire fondée sur la Bible et la Torah, met en danger les juifs à l'échelle internationale. Et les tenants de la diaspora juive, donc la grande bourgeoisie juive dont fait partie le président du Congrès juif mondial, craint que la politique israélienne ne nuise à la diaspora bourgeoise qui vit dans les grandes capitales occidentales et qui n'a aucune envie d'aller vivre dans une colonie au Proche-Orient. Par conséquent, s'il y a une gauche israélienne qui arrive au pouvoir, on pourra voir peut-être la réconciliation de l'État d'Israël, des dirigeants israéliens, avec la diaspora qui est en fait non religieuse, qui est plutôt laïque et qui est attachée à un sionisme du début du XXe siècle, c'est-à-dire plutôt pas socialiste, mais laïque, libéral. Voilà. Donc c'est à ce niveau-là que ça peut changer. Thank you very much. And now our Polish friend Konrad Rekas, very shortly, several remarks, because we have to finish our
first panel in a few minutes. Micro. Just a few remarks. I think that sometimes on such a conferences, such a meetings, we try to be to practice. We try to think only about some very practice and effective factors in geopolitics. So that's why, for example, we think about economy much. We think about some balance of powers elements, and we try to even overestimate these factors in policy of our enemies. And I believe that in such moments we should also see that our enemies sometimes are not only dedicated to economy, not only dedicated to the classical balance of powers, but they think in elements of some eschatological way. And when we discuss about Syria problem, I of course agree with our Armenian friend that Syria is in important direction in some kind of energetical power crossroads of the world. But for the truth, Syria is not important as a country of natural resources. It's not important as a producer of any elements important for example, Israeli economy. Why Syria is so important, for example, for Israel? Because of some eschatological, biblical even questions. And the need of building the great Israel in all the territories where it belongs to King Solomon. We have to understand and to believe that Zionist circles in the world are thinking in such a perspective of millennials, and they, I think, strongly believe that we live in the final times. And the real practical goal of some circles of Zionism is to rebuild Jerusalem Temple. That's true, and destroy the mass on the rock. So they really want to rebuild the farewell. The old world, and to rebuild Solomon Empire on the not only Middle East. So sometimes I believe we think to practice, and we think only in old-fashioned way of diplomacy and politics, and we should be back in some roots of politics, of meta-politics, because these are the rules our enemies are following in present days. Just to remember about such a perspective of politics. Thank you. If we started to speak about eschatology, we need today to know that it is the holiday of Nativity of the Holy Mother. So in French it's la fête de la naissance de la Vierge Marie. На русском for les orthodoxes. А на русском это Рождество Пресвятой Богородицы. Поэтому всех поздравляем с праздником. Yes, to everybody we wish a good holiday, and it has a religious context, very deep. So on félicite tout avec cette fête orthodoxe. Merci. Chrétienne.